What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances? J'espère que le gâteau était bon. Win, the yes, need the no to win, again the no. Je suis le bruit et la fureur. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Jeanne, au secours! Au revoir. Eh bien, en parlant de pépito et de gâteau, bonne année à tous et à toutes. Bonne année Xavier Moreau, bonne année Fabrice Sorlin. Messieurs, j'espère que vos fêtes de fin d'année, de Noël et de premier de l'an se sont bien passées. Comment allez-vous? Bonjour Alexis et bonne fête à tout le monde. Oui, Merveilleux, ça va. C'est bien passé. Ah, notre résistant légendaire désormais, Xavier Moreau, c'est pas l'homme qui valait 3 milliards, je sais plus comment s'appelle la série, mais c'est l'homme malheureusement qui a été mis sous sanction durant ces fêtes de fin d'année ou à l'approche de ces fêtes de fin d'année. Est-ce que tu tiens le coup, Xavier? C'était important de nous le dire. Oui. Beaucoup de gens qui nous écrivent, qui s'interrogent pour toi et qui s'inquiètent pour toi. Disons que j'essaie de capitaliser sur le fait que Jean-Noël Barrot m'ait fait passer de poids plume à super lourd. Donc voilà. C'est 2026, comme je l'ai dit dans ma petite adresse à mes auditeurs, ça aura une année de combat et de bagarre. Donc pour les Russes, ce sera sur la ligne de front, et pour moi, ce sera face au régime d'Emmanuel Macron et au régime de Bruxelles, en fait. Je suis en train de découvrir des tas de choses assez effrayantes. Déjà que j'étais un Frexiteur, là, je pense que il n'y a pas d'autre alternative que de sortir de l'Union européenne. Ça sert à rien, en fait, de tourner autour du pot. Si vous n'avez pas ça comme programme, vous n'avez pas de programme, en fait. Absolument. Alors ça sert à rien même de rester dans l'Union européenne, ne serait-ce que pour nos économies, parce que vous l'avez vu, cette fin d'année a été marquée par les dons généreux de Bruxelles, donc de nous, très clairement, 140 milliards, je crois, en novembre, 90 milliards de plus, justement, à peu près en même temps que ta sanction, mi-décembre, fin décembre. Bon, voilà, c'est exceptionnel, c'est la générosité à tout va. Et rappelons-le, Xavier, tu en parles souvent, il y aura au mois de mars une échéance très importante pour les Ukrainiens. Là encore, il faudra beaucoup d'argent avant le mois de mars. Attendez-vous à un nouveau don conséquent de l'Union européenne. Donc, si vous avez pas envie de participer à cette mascarade, si vous avez envie de sauvegarder votre épargne, parce que soyons clairs, l'argent d'Europe, ce sera le vôtre qui sera pris, ce sera le nôtre qui sera pris. Voilà. Donc, investissez, épargnez, sauvegardez, protégez, utilisez tous les mots que vous voulez, mettez votre argent, par exemple, sur des comptes bancaires en Russie. C'est très facile, on vous accompagne. Regardez en description comment faire. Xavier, Fabrice, alors le premier thème qu'on a choisi aujourd'hui, c'est de faire un peu une rétrospective de cette année 2025. Cette année 2025 a été riche politiquement. On a vu plein de choses se passer. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Alors là, on voit la petite vidéo, ça part tout azimut. Palestine, 1 an de Trump, la Chine. Qu'est-ce que Fabrice Sorlin, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Moi, ce qui m'a marqué le plus en 2025, c'est le retour à la table des négociations, ou en tout cas les discussions, le rapprochement, et en tout cas la bonne entente qui semble s'être imposée entre Trump et Poutine. Ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Pour moi, c'est un tournant, évidemment. On a connu les États-Unis dirigés par leur État profond, par l'État profond depuis très longtemps, et les démocrates très russophobes. Et avec l'arrivée de Trump, on a vu un retour de la réelle politique, en tout cas sur le dossier russe, parce que pour moi, sur les autres dossiers, notamment au Moyen-Orient, on en parlera peut-être tout à l'heure,
Trump ne fait pas du tout ce qu'il devrait faire. Mais en tout cas, sur le dossier russe, je le sens sincère et je pense que c'est un tournant, effectivement, cette rencontre qu'il y a eu en Alaska. Et je pense qu'on se rapproche, comme beaucoup d'observateurs, qu'on se rapproche inéluctablement du dénouement de cette guerre qui, je l'espère, aura lieu en 2026. Xavier Moreau, toi, l'événement marquant pour toi de cette année 2025, ou du moins le fait politique qui t'a... Disons que c'est tout ce qui tourne autour effectivement de l'arrivée de Trump. Moi, une chose qui m'a le plus frappé, pour ne pas répéter ce qu'a dit Fabrice, c'est la résistance des BRICS aux menaces de Trump. Je crois que c'est un facteur géopolitique important, au moins autant que la publication de la nouvelle doctrine de sécurité nationale américaine, qui ne considère plus ni la Chine ni la Russie comme des pays ennemis, en fait. Mais surtout, c'est le fait, bien que la Chine a gagné la guerre commerciale face à Donald Trump, qui a dû battre en retraite, que Modi en Inde l'a envoyé balader également, et puis que même des pays moins puissants, comme le Brésil, moins puissant, tout est relatif, et Lula a également envoyé balader Donald Trump. Donc effectivement, on assiste à une bascule, à la développement de ce fameux monde multipolaire. Et c'est ça, c'est, je pense, le virage global le plus important. Alors justement, dans ces 1 an de Trump, puisque Trump vous a beaucoup marqué également, il y a eu beaucoup de choses. Tu as parlé, Fabrice, notamment de son rapprochement avec Vladimir Poutine. Xavier, tu nous parles de ces combats à coût de 25% de tarifs, plus 500% de tarifs, plus 100%. On était complètement perdus, ça ne servait à rien. Et puis de toute façon, ça tenait que quelques jours de Trump. Trump laisse quand même une image assez partagée. On n'a pas l'impression que cette première année a été extrêmement simple. Il s'est engagé sur beaucoup de conflits. L'Ukraine, clairement, on n'y est pas. La Palestine, c'est extrêmement douteux l'état de la situation actuellement. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, il n'y a plus ce conflit ouvert comme il a été, aussi dense qu'il a été au début. Mais enfin, l'Iran, les questions sont remises, notamment à l'heure du jour. Fabrice, sur le volant... Israël-Palestine, je devrais même dire Israël, Iran et Palestine, où on en est exactement. On a vu Trump rencontrer Benjamin Netanyahou il y a quelques jours. Ah, non seulement il l'a rencontré, mais ils ont passé les fêtes de fin d'année ensemble. Je crois qu'ils ont passé le réveillon du 31 ensemble. On a vu quelques vidéos dans la propriété de Trump à Mar-a-Lago. En fait, sur le dossier au Moyen-Orient, je pense que absolument rien n'est réglé. C'est-à-dire que le faux plan de paix de Trump entre Israël et la Palestine et le Hamas a permis juste une chose, ça a permis à Israël de pouvoir continuer à bombarder la Palestine sans qu'il y ait autant d'attention de la part des grands médias internationaux sur le sujet. Mais en réalité, même si l'intensité a effectivement, on peut le noter, diminué, il y a quand même tous les jours des bombardements. Israël continue à bombarder la Palestine. Et quant à l'Iran, eh bien, Netanyahou, lorsqu'il a été voir Trump, une des premières demandes qu'il lui a faites, c'est de lui dire qu'il allait falloir, tôt ou tard, repartir en guerre contre l'Iran, et cette fois-ci contre le missile balistique iranien. En fait, je pense que Netanyahou ne refera pas l'erreur qu'il a faite la première fois, où il est parti seul contre l'Iran. Il a pris comme on dit, une sacrée branlée sur cette première tentative de partir en guerre contre l'Iran. Les 12 jours qu'ont duré la guerre ont été catastrophiques pour Israël, catastrophiques à tous les niveaux, aussi bien au niveau militaire. Cette guerre a montré que le dôme d'acier, le dôme de fer, tout ça, ça n'existait pas. Et d'autre part, on a, pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, il y a un déficit entre les arrivées et les départs en Israël. Or, si les Juifs ne veulent plus aller vivre en Israël, le projet israélien est mort. L'économie de l'État d'Israël est extrêmement fragile. Il ne tient aujourd'hui plus que grâce à l'aide des États occidentaux. Et diplomatiquement, ça a été un échec total aussi pour Netanyahou, parce que il a révélé à la face du monde entier que son gouvernement était un gouvernement génocidaire. Et donc aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est de préparer la deuxième manche,
parce que voilà, rien n'a été réglé sur ce conflit. Il est en train de préparer cette deuxième manche, mais cette fois-ci, je pense qu'il partira, s'il part, avec l'appui des États-Unis. Donc on va voir autant du côté ukrainien, je pense qu'on s'oriente de plus en plus vers un accord de paix. Autant sur le Moyen-Orient, je pense que 2026 risque de nous réserver quelques surprises, mais pas forcément des bonnes. Alors, Xavier, toi, tu as parlé ou tu as mis l'accent sur cette première année de mandat de Donald Trump avec sa relation avec les BRICS. Il y a je dirais deux thèmes qu'on peut aborder dans cette relation, en tout cas dans cette évolution de relation. C'est la partie économique, bien entendu. Je l'ai rappelé, toutes ces sanctions, enfin, ces accords douaniers qui ont été tentés d'être mis en place, mais il y a aussi la partie diplomatique. On a vu Donald Trump beaucoup rencontrer, beaucoup parler avec les présidents des BRICS. Alors, avec Vladimir Poutine, on sait qu'ils sont au téléphone, même régulièrement et assez facilement. On l'a vu, Donald Trump parler beaucoup avec la Chine sur une année civile, c'est assez marquant. On l'a vu à la rencontre, ou lui directement, ou bien ses interlocuteurs avec les membres d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Brésil également. Voilà. Xavier, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est la peur côté américain des BRICS, ou c'est une tentative, en tout cas, peut-être de trouver un bon équilibre? Je pense que surtout Trump est en train d'essayer de réparer le mal qui a été fait par l'administration Clinton, puisque en fait toutes ces sanctions qui ont été prises, notamment, ont considérablement affaibli le dollar et l'ont mis sur une pente descendante. Donc je pense que c'est un peu le dilemme de Donald Trump, c'est que d'un côté il veut continuer à utiliser le dollar comme un vecteur de force, mais de l'autre côté, tant qu'il n'enlèvera pas les sanctions, les pays des BRICS notamment vont trouver d'autres solutions. Aujourd'hui, la quasi-totalité du commerce entre la Chine et la Russie, et on parle d'une centaine de milliards de dollars par an, est faite en monnaie locale, c'est-à-dire en rouble ou en yuan. On atteint des niveaux à peu près semblables pour ce qui est des commerces avec l'Inde, avec l'Indonésie, qui est aussi un pays puissant des BRICS. Donc finalement, ce à quoi on assiste également, c'est une espèce d'endocolonisation de l'Europe par Washington, c'est-à-dire qu'ils colonisent encore plus que c'était colonisé avant, parce que finalement, c'est les seuls qui plient encore face à l'hégémon américain. Le reste du monde dit non, mais l'Europe dit oui. Et ce qui est très triste, c'est que lorsque Poutine avait dit de manière un peu familière, en disant ils font les malins contre Trump, mais quand il sonnera la fin de la récréation, eh bien, ils iront comme des petits chiens au pied de leur maître, et finalement c'est ce à quoi on assiste. Donc on assiste à cette espèce de paradoxe qui est à mon avis aussi un aspect assez intéressant de l'année 2025, c'est que on a une espèce de canard sans tête qui s'appelle l'Union européenne, qui s'appelle les puissances européennes, qui court et qui n'a plus de tête, puisque la tête c'était les États-Unis. Et donc ça part dans tous les sens. Et surtout, maintenant, ils sont défiés par les États-Unis, puisqu'avec l'arrivée de Trump, c'est un courant libertarien qui est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire où la liberté d'expression est un absolu. C'est le premier amendement des États-Unis, alors qu'on s'aperçoit qu'au sein de l'Union européenne, mais j'en suis une des victimes, finalement, c'est la France qui donne le ton, et la gauche française, comme je l'ai écrit dans mon bouquin que je vous recommande, elle est fondamentalement, ontologiquement, totalitaire et répressive. Et donc, en fait, on assiste à ce moment assez incroyable, c'est qu'on a d'un côté une Union européenne qui meurt de ne plus avoir de maître, puisque Trump ne veut pas être le maître qui était les administrations précédentes hors les administrations de Trump, c'est-à-dire sous Obama. On se souvient qu'Obama était venu militer contre le Brexit. Il s'était ingéré dans les élections françaises en soutenant Emmanuel Macron, dans les élections anglaises. Pareil pour Joe Biden. Et donc, on a l'Union européenne qui a été créée par l'Amérique pour l'Amérique, dont l'Amérique ne veut plus, l'Amérique de Trump. Et en même temps, finalement, qui se trouve sous la pression parce que le modèle totalitaire qui est finalement celui de l'Union européenne, qui est celui de la gauche française, eh bien, ne convient pas, et on comprend pourquoi, aux États-Unis, où la liberté d'expression est un absolu. Et donc, on a cette phase d'échange assez intéressant avec Thierry Breton, qui tout d'un coup se fait passer pour une victime, alors qu'il a mis en place un système de répression et de contrôle de l'information
qui est, enfin, je veux dire, autant je préfère encore habiter en Corée du Nord, quoi. C'est vraiment. Ce qui est fabuleux. J'imagine que les opposants qui sont condamnés en Corée du Nord, au moins, passent devant un tribunal. Tout le monde parle des procès de Moscou, mais il y a eu un tribunal à Moscou quand il y a eu les procès de Staline. Là, c'est même plus, il n'y a plus de tribunal. C'est des décisions qui sont prises en secret par des personnes non élues qui peuvent s'abattre sur des institutions, sur des personnes privées, sur des personnes juridiques, sans que, en fait, ils puissent rien faire. Donc, c'est ce qui est fabuleux. Pardon, juste pour ouvrir une parenthèse sur ce que vient de dire Xavier, c'est quand même très important. Ce qui est fabuleux, c'est que quand on écoute Thierry Breton aujourd'hui expliquer les raisons pour lesquelles il soutient cette répression sur la liberté d'expression, il dit quand même face caméra que la liberté d'expression est totale en Europe du moment que l'expression, des habitants de l'Union européenne correspond à la doxa de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il ne s'en cache même pas. C'est fabuleux, là. On est arrivé à un moment, de toute façon, où plus ça va, moins il y a de filtres de la part de cette oligarchie qui dirige l'Union européenne, et ils disent les choses très franchement. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez tant que ça va dans notre sens. Une information de qualité, Fabrice. Il faut veiller à ce que ce soit une information de qualité, sinon c'est interdit. Et il n'y a que Thierry Breton qui sait. Ce qui est de qualité et ce qui ne l'est pas. Vous me faites une transition parfaite, puisque effectivement, mon dernier point pour cette année 2025, c'était l'Union européenne, une année de folie dans le sens où on a franchi allègrement toutes les barrières, on a défoncé toutes les barrières, on a avancé vers cette dictature. Et tu as raison, il ne s'en cache plus. Thierry Breton, je rappelle ce merveilleux passage sur BFM TV où il parlait de la Roumanie, suite à la Roumanie, il parlait d'Allemagne au moment des élections, notamment avec la AfD qui avait une importance considérable dans les sondages. Il disait si ça ne se passe pas bien en Allemagne, il faudra faire voter, tout simplement. Et bien là, pourquoi je dis ça? Parce que Emmanuel Macron, lors de ses vœux aux Français, a dit qu'il fera tout pour que la présidentielle se déroule à l'abri de toute ingérence étrangère. Alors, comprenez les Russes, quoi. Alors, les vilains Russes vont venir, en fait, modifier les élections présidentielles et il fera tout. Donc, certains ont commencé à sous-entendre que ça pouvait vouloir dire éventuellement annuler ou refuser le résultat d'une élection qui ne serait pas conforme. Est-ce qu'on peut en arriver là, en France ? On en est déjà là, Alexis. On en est déjà là. Et moi, j'ai pensé exactement à ça lorsque j'ai entendu Macron dire qu'il fera tout pour que l'élection présidentielle prochaine se passe en dehors des influences. Parce que ce mot-là veut tout dire et rien dire. C'est facile d'accuser n'importe quel parti politique en disant « oui, mais vous avez été influencé » ou alors « vous avez reçu de l'argent » ou alors… En fait, comme aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'apporter aucune preuve pour sanctionner, j'en veux la preuve de notre ami Xavier qui a été sanctionné sans avoir été jugé. Ils feront la même chose avec un parti si le parti ne correspond pas à leur desiderata. Voilà, c'est aussi simple que ça. Xavier, toi, tu dis pas mieux. Ah oui, non, mais déjà, enfin, moi, je considère qu'à partir de 2017, on est clairement rentré dans un coup d'État permanent. Emmanuel Macron n'aurait jamais dû être président pendant 10 ans. L'affaire Fillon, pour moi, est vraiment un déclencheur. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Fillon, moi je soutenais Fillon, comme toi Alexis à l'époque, mais c'est un déclencheur. Et surtout, ça n'a fait réagir, et c'est ça, c'est la grave erreur, c'est que ça n'a fait réagir personne. Marine Le Pen s'en est ouvertement réjouie, pour finir par tomber dans le même piège. Je rappelle que Marine Le Pen ne pourra pas se présenter aux prochaines élections a priori. Donc finalement, ils vont mettre un candidat creux, qui n'a pas d'idée, qui peut même, d'ailleurs, maintenant, on en est, il peut même l'emporter. Donc, on a basculé à ce moment. Vraiment, 2017, ça a été la bascule. Il y a eu aussi une autre bascule, c'est 2025, c'est la Roumanie. C'est aussi un événement extrêmement important, c'est-à-dire que les services français et l'Union européenne, la Commission européenne, se sont ingérés dans les affaires d'un État pour obtenir le retrait sous un faux prétexte d'un candidat qui devait l'emporter, un candidat nationaliste. Et ça, je pense que c'est finalement la Roumanie, et ensuite on a eu la Moldavie, étaient des ballons d'essai
pour organiser un système de trucage des élections à la grande échelle. Et finalement, après la Roumanie, ce sera la France. J'ai été surpris, je dois dire, que la Tchéquie ait tenu bon. Mais il faut dire que Babiš est d'une certaine trempe. Mais là, par exemple, on va avoir, je crois, cette année des élections en Bulgarie. Il va falloir regarder ce qui se passe de près. Parce que là, je pense aussi qu'elles seront également truquées. Donc désormais, l'élection truquée, l'élection qui est le fondement de la démocratie, en fait, démocratie élective, l'état de droit, tout ça n'existe plus. Tout ça, et encore une fois, malheureusement, c'est la gauche française qui donne le ton. Hein. De toute manière, quand on regarde depuis le début, pour revenir un peu à mon dada, la gauche française, en 1795, il y a ce qu'on appelle le décret des 2/3. La gauche perd les élections. Les gens ont ras-le-bol de la terreur, en fait. Hein. Et donc, ce sont les conservateurs qui l'emportent, dirons-nous. Et à ce moment-là, le Parlement vote un décret qui dit que finalement, dans le nouveau Parlement, les deux tiers des députés seront tirés de l'ancien Parlement. Et je sens qu'on va avoir un truc de ce genre-là. C'est-à-dire que toutes les institutions vont être truquées. Et c'est pour ça qu'il est temps, je pense qu'il est temps que les Français regardent un peu leur système en face et se dire qu'il y a des choses qui se sont quand même mal passées depuis 230 ans. Qu'on n'a pas été on en est à la 5e République, on n'a pas été capable d'accoucher d'un système stable qui fonctionne. On peut dire ce qu'on veut des États-Unis. Là, on va fêter les 250 ans de la déclaration d'indépendance. Ils n'ont jamais modifié la Constitution. Alors, ils l'ont quelquefois pas tout à fait respecté. Mais je veux dire, globalement, ils ont des institutions qui fonctionnent. Nous, il n'y a rien qui fonctionne. Les systèmes judiciaires ne fonctionnent pas, la Cour des comptes ne fonctionne pas, le Conseil constitutionnel ne fonctionne pas, la justice en général ne fonctionne pas, les institutions démocratiques, la gauche s'assoit dessus, mais comme s'il n'y en avait pas. On a un Sénat qui sert absolument à rien, sinon à engraisser Gérard Larcher, et on a au-dessus l'Union européenne qui pond des lois qui s'imposent sur nous, on n'est même pas au courant. Encore une fois, donc je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui fonctionne dans cette République. C'est une catastrophe. Il y a tout à reconstruire. Et sur quoi ? La question, c'est sur quoi ? C'est comme tout a été construit sur un immense mensonge. Donc voilà, il y a du pain sur la planche. Et j'espère que 2026 sera le début du réveil des Français. Il serait quand même temps qu'ils se réveillent. Ça bouge en Allemagne, ça bouge partout, ça bouge en Angleterre, ça bouge pas en France. C'est effrayant. Moi, je pense que ça pourra bouger après la défaite de 2027. Voilà. Je fais un petit commentaire. Tu parlais de la Roumanie avec justesse. Rappelons-nous du nationaliste qui avait pris la relève de Georgescu, qui avait été, lui, accepté par le système européen, qui était un mou, en fait. Donc, ça peut faire des similitudes avec certains pays plus à l'ouest de l'Europe. Eh ben, il s'est planté. Et voilà, donc, à bon entendeur, salut. Voilà, moi je pense que de toute façon, en 2027, ce sera la défaite à nouveau. Et par contre, il faudra effectivement reconstruire à partir de 2027. Messieurs, on va faire une petite pause, une petite transition publicitaire. Puis on va parler de notre thème central aujourd'hui. Eh bien, c'est la guerre des drones. Voilà, Ukraine-Russie. On va faire le point. Où en est-on et diplomatiquement et militairement. Allez, pour cette guerre des drones, eh bien on va mettre à l'écran une petite vidéo de transition. C'est cette poussée d'attaque. Alors des deux côtés, un côté russe, c'est tous les jours, tout ça, c'est habituel, et côté ukrainien avec des attaques, notamment, on va en parler dans cette émission, Xavier Fabrice, sur la résidence du président russe Vladimir Poutine, sur Moscou, et puis on l'a appris hier, je rappelle qu'on enregistre le vendredi matin, donc on l'a appris hier jeudi, dans la région de Kherson, dans la nuit du réveillon, où des drones ukrainiens ont frappé en fait un café. Fabrice, tu peux nous en parler plus précisément, et ce qui a fait... Je crois que le bilan hier soir était de 24 morts, civils, bien entendu. Dont un enfant et plus d'une 50aine de blessés, brûlés vifs pour la plupart. En fait, apparemment, il y a eu 3 drones qui ont été envoyés. Un premier drone de reconnaissance, ensuite un drone qui a fait exploser les infrastructures et suivi d'un drone incendiaire chargé en fait de produits pour répandre l'incendie. Donc il y avait vraiment une volonté de faire un maximum de dégâts. Et là, ça s'est passé, je crois, quasiment à minuit
le jour de l'an, pendant que tout le monde fait festoyer, alors que tout le monde sait que dans ce village, il n'y a aucune infrastructure militaire, il n'y a pas de port militaire, il n'y a rien, en fait, aucune cible militaire. Donc il y a eu vraiment une volonté terroriste de tuer des civils, alors même que pendant ce temps-là, Zelensky était à la télé pour présenter ses vœux et n'arrêtait pas de parler de la paix. Mais en fait, ce qu'il a fait ici, c'est ce qu'il a fait aussi en essayant d'assassiner Vladimir Poutine dans une de ses résidences. En fait, il est clair que Zelensky ne veut pas d'une paix. Il ne veut pas d'une paix parce qu'il sait que si une paix est signée, ça sera forcément sans lui. Et, je rappelle que Zelensky n'est plus légitime. Et les Russes ne veulent pas signer un document officiel qui engage et qui a autant d'importance avec quelqu'un qui n'est pas légitime. Donc il va falloir repasser par la case électorale. Or, Zelensky a très peu de chances aujourd'hui d'être réélu. Zelensky en Ukraine, c'est notre Macron en France. C'est-à-dire, tout le monde le déteste en fait en Ukraine. Je suis pas certain qu'il soit aussi détesté en Ukraine que Macron l'est en France. C'est compliqué, c'est c'est un débat en fait, c'est un débat. On pourrait. Alors que chez nous, c'est pas un débat. Macron n'est même plus un débat. Et tout simplement, Zelensky et les bandéristes qui l'accompagnent savent pertinemment que traité de paix veut dire qu'ils vont devoir quitter le pouvoir et donc quitter les ressources financières et tout ce qui va avec tous les montages occultes qu'ils ont montés pour s'enrichir personnellement. Enfin voilà. Et donc eux n'ont aucun intérêt à stopper cette guerre, de même que l'élite oligarchique européenne ne le veut pas. Que ça soit en Angleterre, en Allemagne, en France ou même au sein de la Commission européenne, personne ne veut aujourd'hui que cette guerre se termine parce que, alors on en a déjà parlé un petit peu sur cette chaîne, on a parlé de la Nabu qui avait accusé l'Ukraine d'avoir détourné hauteur de 100 millions de dollars. Il est clair et net que ces 100 millions de dollars, c'est juste un petit vernis sur tous les montages occultes financiers qui ont été faits avec les systèmes de rétrocommission, etc. Et donc, et en plus de ça, donc non seulement l'oligarchie continue à s'enrichir grâce à cette guerre, mais en plus de ça, l'oligarchie même au sein de l'Union européenne, en tout cas dans les pays de l'ouest de l'Union européenne, si jamais l'Ukraine signe la paix, et donc parce qu'elle aura perdu la guerre, ça va être la fin pour eux aussi. La fin politique de tout le système d'après Deuxième Guerre mondiale, toute l'architecture mondiale qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale, etc., est en train d'être renversée. Xavier, tout à l'heure, a parlé des BRICS. On voit qu'il y a une poussée des BRICS. Et si on conjugue à la fois la poussée des BRICS du Sud global et à la fois la défaite militaire de l'Union européenne, eh bien, voilà, c'est toute cette architecture qu'on connaît depuis 1945 qui va être détruite. Et donc, je pense que ces gens-là vont durcir le ton. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, je reviens là-dessus assez régulièrement, mais je trouve ça extrêmement important. C'est pas pour rien qu'on essaye de museler les voix comme celle de Jacques Beau ou de Xavier Moreau. Ils sont ils sont en roue libre totale. Et ce qui est bon signe dans un sens, parce que tout régime qui devient ultra violent montre qu'il est en train de perdre pied. Voilà. Et c'est ça, moi, que je veux retenir aussi sur 2025 et début 2026, avec beaucoup d'espérance. C'est que je crois que même si la répression va être de plus en plus dure pour les résistants que nous sommes, eh bien, c'est quand même bon signe parce que ça montre que ce système est en train de s'écrouler. Xavier, on est quand même assez dubitatif sur les attaques de drones ukrainiens. Ça intervient de manière aussi massive, aussi régulière, parce que là, on en est à 3 en une semaine. Ça intervient justement dans un contexte que Fabrice a rappelé de diplomatie où Zelensky essayait de prétendre qu'il était pour la paix. Il revenait tout juste de Mar-a-Lago, où il venait de serrer la main de Donald Trump en disant qu'il voulait faire tous les efforts pour trouver un accord de paix le plus vite possible. Côté américain, on était tellement enthousiaste qu'on envisageait même de finir 2025 avec la paix. C'est pour dire... l'attaque de la villa de Poutine a fait beaucoup parler d'ailleurs. Est-ce que là, on peut estimer qu'il y a un doute sur l'attaque ou pas du tout de ton côté ?
Moi, personnellement, j'en ai aucun. Alors, de manière générale, il faut recadrer ça précisément dans le cadre de l'action de l'Angleterre, de l'action nocive, notamment des services secrets anglais, du MI6, qui a décidé de jouer le tout pour le tout, c'est-à-dire de basculer dans le terrorisme total. Terrorisme contre les bateaux battant pavillon international, terrorisme, piraterie en mer Baltique, piraterie dans l'Atlantique, piraterie en mer Noire, piraterie dans la Méditerranée. Donc ça, c'est l'ambiance générale. C'est-à-dire que je pense que le MI6 a décidé que, eh bien, de son propre chef, puisque désormais il n'est plus question d'avoir le soutien américain pour ça, de basculer dans le terrorisme total. Et pour cela, évidemment, il a de la chance puisque le bandérisme est un terrorisme. Hein. Comme je le répète souvent, je crois l'Ukraine kievienne est un des rares États où il n'y a pas de généraux qui sont des héros. Chez nous, on a de Lattre de Tassigny, le général Leclerc, le général de Gaulle, j'en parle pas. Voilà, on a le Maurice de Saxe, du Guesclin, tout ce que vous voulez. En Ukraine, les seuls héros, ce sont des chefs terroristes. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que les services secrets anglais qui adorent utiliser ces méthodes-là ont un terreau idéologique et une tradition sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Donc, ce à quoi on a assisté dans la région de Kherson, qui a été décrit par Fabrice, c'est du terrorisme au sens pur, chimiquement pur. C'est la terreur. C'est-à-dire, et surtout, c'est vis-à-vis d'une population qui a rejoint la Russie volontairement, avec enthousiasme. Donc, en fait, on leur fait payer le choix qu'ils ont fait, et c'est aussi un avertissement qui est envoyé à tous les territoires qui n'ont pas encore été libérés par l'armée russe, et donc pour leur dire, faites attention, si jamais vous voulez rejoindre la Fédération de Russie, vous allez finir carbonisé, brûlé. C'est ça, en fait, le message qui est envoyé. En ce qui concerne l'acte terroriste contre la résidence présidentielle dans la région de Veliki Novgorod, ça, il faut comprendre que c'est... alors voilà comment je l'analyse. Je pense qu'ils n'étaient pas assez stupides pour se dire qu'ils pourraient avoir Poutine. C'est quand même extrêmement compliqué. Notamment, la résidence est extrêmement bien protégée avec des systèmes antiaériens. D'ailleurs, tous les systèmes, ils en avaient 80 ont été détruits. Je pense que c'était avant tout, oui, pour faire échouer toute forme de négociation. Le but, en fait, c'est de radicaliser les Russes. C'est ce qu'avait très bien analysé notre ami John Lockland dans une des émissions sur ici Moscou. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on fait monter le niveau de terrorisme pour que les Russes ripostent encore plus violemment et finalement on maintienne la haine de tous contre tous et qu'il n'y ait pas de paix possible. C'est ça aujourd'hui le but du MI6 et de l'administration kievienne. Et on s'aperçoit, alors avant je vais répondre à ta question, je n'ai aucun doute parce qu'en plus les Russes ont récupéré une bonne partie des drones qui étaient envoyés en état et ils ont extrait les systèmes électroniques et les ont transmis aux États-Unis. Ça s'est fait officiellement, hein, c'était remis pour montrer que la cible, c'était bien la résidence, donc tout est traçable maintenant. Et de toute manière, je pense que les services secrets américains le savent. Et surtout, ça aussi, c'est un événement quelque chose d'extrêmement important qui est arrivé avec Trump, c'est que désormais, le renseignement militaire est sous contrôle de Trump. Alors attention, la CIA a nié hier l'attaque de la résidence. Hein. Non, hier, donc, non. Quand je dis hier, c'est jeudi. Comprenez, jeudi soir pour nous. Elle n'a rien nié du tout. Tu as eu un article dans le Wall Street Journal qui a dit, d'après nos sources informées à la CIA, mais on a eu exactement la même chose quand le Reuters a balancé en disant que la Russie voulait attaquer les pays de l'OTAN. Le lendemain, Tutsi Gabbard, qui est le chef du renseignement qui était mis en place par Donald Trump, a dit que c'était faux, que c'était des mensonges qui visaient organisés par des fauteurs de guerre. Donc la CIA n'a rien nié du tout. C'est le Wall Street Journal qui, évidemment... Attention, je suis en train d'essayer en direct, mais c'est un peu compliqué de retrouver la déclaration sur son réseau social, The Truth. Donald Trump, hier soir, a été dans ce sens, hein, quand même. Voilà. Il faut prendre la parenthèse. Bon, alors Donald Trump, c'est pas non plus... Je suis d'accord avec toi, Xavier. De toute manière, les Russes ont transmis aux militaires, officiellement, aux militaires américains, ça a même été filmé, les éléments qu'ils avaient récupérés. Voilà. Donc, de toute manière, ce qui est clair, c'est que le truc, c'est que ça ne marchera pas. Avec Poutine, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'escalade terroriste du côté russe.
et que d'ailleurs tout le monde s'attendait à une riposte sur. Moi, j'y croyais pas. D'ailleurs, je l'avais dit. Je ne sais plus à qui je donnais l'interview. C'était sur RT en français. J'avais dit on n'aura pas des frappes sur Bankova, sur les institutions administratives présidentielles, ministère de la Défense à Kiev, parce que c'est pas le genre du Kremlin, parce que ça ne sert à rien, parce que évidemment que l'administration kievienne n'est pas dans ces bâtiments officiels, ils sont dans des bunkers, ils sont dans des endroits que les Russes ne peuvent pas atteindre, en tout cas a priori. Et donc en fait, la riposte russe, elle sera d'une autre nature. Et je pense que la riposte russe consistera finalement à continuer à faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire couper le port d'Odessa du détroit du Bosphore en détruisant tout. Hein, aujourd'hui, il n'y a plus de commerce vers Odessa, quasiment plus rien. Les bateaux qui étaient censés emporter les produits agricoles, qui sont encore le peu de richesse qui reste à l'Ukraine, sont bloqués. Donc ça va être ça, la riposte russe. Et je pense que, de toute manière, encore une fois, Trump connaîtra la vérité. Il la connaît. Ils ont démenti sur Reuters. Laissons-leur un peu de temps d'étudier ce que les Russes vont leur transmettre. Et voilà. Et on en saura la vérité. Côté frappe sur Moscou, est-ce que ça a été majeur, pas majeur, Fabrice? Est-ce que c'était important cette attaque? Est-ce qu'elle a eu des conséquences? Est-ce qu'il y a des morts déjà côté drone ukrainien? Alors, bon, des drones ukrainiens en direction de Moscou, c'est quasiment quotidien. Ces derniers temps, il y a eu effectivement les médias, en tout cas les médias russes, ont rapporté qu'il y avait effectivement une recrudescence et un accroissement du nombre de drones, mais en fait, les drones ne vont jamais jusqu'à Moscou. Ils sont détruits toujours dans la périphérie de Moscou. Là où j'habite notamment, c'est régulièrement qu'on entend le soir, la nuit, des déflagrations assez importantes. Mais même par rapport à là où je suis, ça se passe quand même à plusieurs kilomètres. Et donc non. En fait, ce qu'il est important de noter, c'est que ces drones qui sont envoyés soit d'Ukraine, soit du territoire russe, par les 5e colonnes, etc., c'est pas, je veux dire, quelque chose d'exceptionnel. C'est quasiment quotidien qu'il y a des tentatives d'attaque au drone. Mais maintenant, les Russes ont des systèmes ultra performants. Ils savent exactement comment agir. Et les drones n'ont, jusqu'à présent, en tout cas, jamais atteint leur cible. Et depuis plusieurs mois, il n'y a aucun bâtiment, aucune infrastructure à Moscou qui a été touchée par les drones. Mais voilà, encore une fois, je pense que ces attaques massives, de plus en plus massives dans la direction de Moscou, s'inscrivent dans ce que vient de dire Xavier, c'est-à-dire on en a parlé avec la tentative de destruction des bâtiments d'une des résidences présidentielles, de cet acte terroriste horrible qui a eu lieu au sud de la ville de Kherson. En fait, là, on sent qu'il y a une volonté, à mesure que l'armée ukrainienne est en train de reculer, et là, ces derniers temps, il y a eu quand même des belles prises de la part de l'armée russe, eh bien, ils vont continuer de plus en plus à essayer d'attaquer et à faire une guerre asymétrique, puisqu'ils ne peuvent pas rivaliser avec l'armée russe sur le front. Eh bien, ça va être full terrorisme pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, jusqu'à la capitulation des bandéristes à Kiev. Xavier, côté russe, côté Moscou, qu'est-ce que l'on dit de potentielles représailles, que ce soit autant sur l'attentat terroriste de la région de Kherson hier, ou que ce soit sur la résidence présidentielle? En gros, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est un peu la déclaration en substance qu'a fait le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, puisqu'il a dit qu'effectivement, il y a des cibles qui seraient mises en place, mais que pour l'instant, il ne les dirait pas. Donc, il faut voir qu'on est vraiment dans le comportement, je dirais, sur la scène politique internationale russe, on est dans l'exact inverse de l'Occident. L'Occident, c'est notamment Jean-Noël Barrot, mon nouvel ami, qui est tout le temps en train de balancer des ultimatums, comme si la France, avec son économie dans le rouge, son armée qui ne veut absolument pas se battre contre la Russie, était capable de menacer qui que ce soit. Mais même pas un pays d'Afrique, en fait. On ne peut menacer personne. Donc évidemment, pas la Russie, pas la première armée du monde. Donc, en fait, mais les Russes, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, la vengeance, enfin la représaille, dirons-nous, on saura ce que c'est lorsqu'elle aura eu lieu.
Et je suis même pas persuadé qu'on ait vraiment quelque chose d'aussi spectaculaire, parce que, encore une fois, ça sert à rien. Quand bien même ils auraient détruit la résidence, ça aurait fait la une sur LCI, sur BFM TV. Quand bien même ils auraient tué Poutine, qu'est-ce que ça va changer? Ils vont avoir quoi? Medvedev ou Belaousov à la place comme président russe, avec la population qui adore son président, qui va réclamer des représailles majeures. Ça n'aurait absolument rien changé. Donc je pense que les Russes gardent la tête froide et qu'ils frapperont à un moment ou à un autre, mais que ce sera pas œil pour œil, dent pour dent. C'est pas la civilisation russe, ça. Pas la civilisation chrétienne. Ils feront utile, mais il y aura une portée symbolique, incontestablement. Il y aura une portée symbolique, sans doute peut-être avec une utilisation de l'Oreshnik, hein, le missile à moyenne portée, et donc hypersonique. Donc voilà, on garde la tête froide, et de toute manière, pour l'instant, ce que je vois, c'est que les choses continuent comme avant. Le fait est que maintenant que le MI6 ait fait passer la stratégie dans du full terrorisme, et ça, je pense que ça date de l'offensive sur Koursk de 2024. Hein, c'est-à-dire que le but, c'était de choper la centrale nucléaire de Kourakovo dans la région de Koursk, de Kourtchatov, pardon, dans la région de Koursk. Donc, je pense qu'à partir de là, les Russes vont s'adapter à cette nouvelle menace, mais que le terrorisme, si vous voulez, ça peut pas changer le cours d'une guerre. Ça va la radicaliser, ça va la compliquer. Tant que c'est Poutine, il tombera pas dans le piège, ça c'est clair. Mais voilà, c'est. Sur LCI, on a beaucoup parlé. La conséquence, pardon, revenir sur la conséquence sur du passage au terrorisme total, c'est la destruction d'Odessa en tant que port, et de Izmaïl, qui est le port sur le Danube, qui est aujourd'hui une des artères principales de commerce. Je pense que la conséquence avant tout de cette bascule dans le full terrorisme anglais, et bien c'est ça, c'est l'interdiction de la mer Noire à l'Ukraine. À l'Ukraine et à l'Occident, donc. Sur LCI, parce que moi j'adore suivre un petit peu nos ennemis, on parlait beaucoup, après l'attaque donc, de la résidence de Donald Trump, de Vladimir Poutine, on parlait beaucoup d'inquiétude, de représailles sur ce qu'on appelle Bankovska, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'artère principale du pouvoir à Kiev, là où est situé le palais présidentiel, là où sont les députés des Rada. On s'attendait à une réponse justement sur ces institutions. Fabrice, Xavier, vous pensez, Fabrice, toi, on ne t'a pas entendu, tu ne penses pas que les représailles puissent aller dans le sens justement d'une attaque sur le Parlement ou... En fait, c'est LCI. Si LCI et le MI6 le veulent, c'est justement donc ce que Poutine ne fera pas. Parce que Poutine, c'est pas LCI, ni le MI6, ni Kiev qui va lui dicter ce qu'il doit faire. Ils sont beaucoup plus intelligents que ça au Kremlin. Ils savent pertinemment que, Xavier l'a rappelé, hein, que c'est pas, de toute façon, ça serait uniquement symbolique, puisque en fait, il n'y a personne aujourd'hui qui travaille dans ces bâtiments, ou en tout cas personne de très important. En revanche, mais Xavier l'a déjà dit. La stratégie aujourd'hui, et je pense qu'elle va être renforcée encore, ça va être de détruire le poumon économique de l'Ukraine, à savoir Odessa. Il faut savoir que 90% des exportations des produits agricoles passent par Odessa et par la voie maritime pour l'exportation. Et donc là, en asphyxiant tout et en détruisant en fait les infrastructures de transport, de logistique, etc. à Odessa, ils sont en train d'asphyxier encore plus économiquement l'Ukraine. Et puis, ça va être aussi des attaques sur les infrastructures critiques énergétiques, sur le chauffage, l'électricité, etc. Et en fait, aujourd'hui, on a déjà une population civile ukrainienne qui est exsangue, qui n'en peut plus de cette guerre, qui, d'ailleurs, Trump l'a rappelé hein, lorsqu'il était avec Zelensky, les Ukrainiens, à plus de 90-95%, ont envie de signer un accord de paix. On aura le bol de cette guerre. Tout le monde sait en Ukraine que la guerre est perdue. Les soldats ukrainiens le savent. Les soldats ukrainiens se rendent ou ils désertent. Pardon.
de plus en plus de cas de désertion au sein de l'armée ukrainienne sur la ligne de front. Et en fait, le fait de rajouter à cela les problèmes économiques, les problèmes énergétiques, fait que ça va accélérer probablement des mouvements à l'intérieur même de l'Ukraine, de la population civile qui va dire à un moment, voilà, c'est stop, on arrête. Et moi, je pense que, alors si effectivement le Kremlin a bien dit que la réponse à l'attaque de la propriété présidentielle ne serait pas uniquement diplomatique, il est clair et net qu'il n'y aura absolument pas de terrorisme. La Russie n'a jamais cédé à cette provocation depuis le début, et pourtant c'est quand même pas la première fois que les bandéristes assassinent des populations civiles. Ils ne l'ont jamais fait, ils ne le feront pas plus aujourd'hui. Surtout aujourd'hui où ils savent que les relations avec les États-Unis, puisque c'est de toute façon avec les États-Unis que tout va se décider, Kiev ne compte pas dans les accords de paix, ou quasiment pas, ou en tout cas n'est pas en mesure de dicter quoi que ce soit, et l'Union européenne encore moins. Donc de toute façon, c'est entre les deux poids lourds, Russie et États-Unis, que tout va se signer, et les Russes ne vont surtout pas déchirer les premiers prémices, ou en tout cas les premiers accords et les premières relations qui ont été tissées depuis de longs mois maintenant, entre l'administration Trump et l'administration Poutine, en cédant à des provocations comme celle-ci. Eh bien, écoutez, merci messieurs. C'était le 61e épisode de Divergence sur Divergence politique. Fabrice, Xavier, quelle a été votre actualité de la semaine et quelle sera votre actualité de la semaine? Est-ce que vous avez, Xavier, repris les émissions sur RT en français? La première, alors moi mon bulletin sort tous les vendredis, normalement matin, sauf, mais voilà, toutes les semaines je continue. Il n'y a rien qui va changer de ce côté-là. Et le 9 janvier sera le retour de Ici Moscou, les Français parlent au français, sur RT en français. Voilà, ne manquez pas le retour en 2026, première émission 2026. Donc 9 janvier, c'est la semaine prochaine. Alors, je te garde quand même en incrustation maximum. On a dit qu'on pouvait faire un don pour te soutenir. On n'a pas droit. Donc, je retire ce qu'on a dit la semaine dernière. On ne peut pas. On doit te laisser mourir de faim. C'est comme ça, c'est la dictature en Europe. Eh ben, on ne peut pas être solidaire. Alors, ceci dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'une manière générale, parce que il y a peut-être des gens autour de toi qui sont pénalisés par les décisions de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Oui, en fait, donc moi, on n'a pas le droit de m'aider. C'est-à-dire que le problème, d'ailleurs, viendrait plus pour la personne qui m'enverrait de l'argent que pour moi, puisque c'est pas de ma faute. Donc, faut pas m'envoyer de l'argent. Les seuls qui peuvent en fait m'envoyer de l'argent, c'est les non-résidents, les non-citoyens des pays de l'Union européenne et qui n'habitent pas et ceux qui n'habitent pas dans l'Union européenne. Donc, en gros, c'est les Russes de Moscou, c'est les Canadiens, c'est les Suisses a priori, faut voir. Les Américains. Les Américains, par exemple, ils peuvent. Voilà. Si Elon Musk écoute cette émission, fait un don. J'ai besoin de soutien. Et en revanche, ce que je vais mettre en place, c'est que les gens ont le droit d'aider ma famille, parce qu'évidemment, l'opération Jean-Noël Barrot, dictateur, n'a pas été indolore, hein, même si encore une fois, j'habite en Russie, donc c'est beaucoup moins dur pour moi que pour Jacques Beau. Donc, ils pourront envoyer de l'argent sur le compte de ma femme, que je suis en train de mettre en place. Voilà, ça, j'ai le droit, mon avocat me l'a confirmé. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. On peut t'envoyer des oranges ou pas, Xav, quand même? Ah bah non. Ouais. J'ai entendu Jacques Beau qui disait qu'effectivement, on ne pouvait même pas... Alors lui, il ne parlait pas d'orange, il parlait de riz. Il disait même une personne qui m'offrait... Pardon, c'est hiver. Qui m'offrirait un paquet de riz pourrait être condamnable. C'est quand même incroyable. Xavier, dès que effectivement pour ta famille, parce que c'est important, il y a des études à payer, il y a il y a plein de choses pour une famille nombreuse comme la tienne qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, tu nous donneras le lien, on le mettra en soutien. Et bien entendu, personne ne te soutiendra toi directement. On soutiendra ta famille, assurément. Voilà. Fabrice, alors toi, tu n'es pas sous sanction, donc tout va bien de ce côté-là. De quoi as-tu parlé cette semaine sur ton canal? Vous le voyez, Telegram, @Fabrice Sorlin, tout en attaché. Et puis, vous arrivez sur le canal de Fabrice. De quoi as-tu parlé?
Moi, j'ai essentiellement parlé des accords de paix, hein, c'est un petit peu l'actualité brûlante aujourd'hui, du jeu de chaises musicales, des rencontres entre les différents euh, présidents des pays. On a vu là que Zelensky est parti aux États-Unis, a rencontré Trump en Floride, les discussions qu'il y a à l'intérieur même de l'Union européenne, la volonté de notre cher président Macron, qui, lors de ses vœux pour 2026, a dit que le 6 janvier, les différents pays de l'Union européenne allaient se réunir pour proposer leur vision sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Donc on attend ça avec impatience, comme si ça allait changer quelque chose pour la Russie, et comme si la Russie allait accepter les conditions de Macron et de ses amis. Enfin bref, donc ça, je pense que ça va être assez drôle à suivre. Et puis, un petit peu aussi de ce qui se passe, on a parlé aussi un petit peu de ce qui se passe au Moyen-Orient avec la rencontre entre Trump et Netanyahou, puisque comme je l'ai dit au début de l'émission, je pense que 2026 va être assez chaude sur ce théâtre des opérations au Moyen-Orient. Voilà, donc si vous avez aimé 2025, et ben 2026 sera mieux encore. Alors, dernier petit mot pour finir cette émission. Eh bien, je vous le dis, les amis, au moment où on voit la censure en Union européenne de plus en plus forte, je vous le dis, abonnez-vous à toutes les chaînes, que ce soit Divergence Politique, que ce soit GPTV, que ce soit TV Liberté. Alors, la dernière émission, on m'a dit oui, mais vous avez oublié de citer, alors je vais essayer de penser à tout le monde, d'Alexis Poulain, bien entendu, alors qui j'oublie bien la chaîne Paix et Guerre. Enfin, bon, voilà, à Florian Philippot, à Salino, parce que si je cite Florian Philippot, on a tous les supports d'Assaino qui disent oui, mais vous ne l'avez pas cité. Bref, abonnez-vous à tous les canaux, quels qu'ils soient. Faites un like sur les émissions de tout le monde. Partagez avec vos amis. Abonnez-vous, faites un petit cœur, truc machin. Mettez un commentaire. Aidez tous ces canaux, que ce soit Divergence Politique ou l'ensemble de ceux que j'ai cités et de ceux que j'ai oubliés, à avoir un meilleur référencement, parce que eh bien, contre la dictature de l'Union européenne, il n'y a pas d'autre solution. Il faudra être solidaire, il faudra s'entraider, il faudra partager, quel que soit le support. Voilà, n'oubliez pas, c'était le mot important. Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Xavier, dans cette nouvelle année d'homme puni, eh ben, tu nous raconteras comment se passe ta vie au quotidien. Hein, voilà, tu as véritablement toute mon admiration pour ta résilience. Voilà, pour ta résilience. Le mot est bon. Comment dis-tu à chaque fin d'émission ? Courage, on les aura. En 2026, on va les avoir. Au revoir.